Vous êtes à l'écoute de la radio nationale du Mali. Il est 7h à Bamako, 10h à Antananarivo, Madagascar, même heure à Sharm el-Sheikh en Égypte. Bienvenue aux informations. Le journal Yaya Konaté. Dans l'actualité de ce lundi 13 octobre 2025, passé de la réaction à l'anticipation, le Mali change de posture en matière de gestion des inondations. Un plan national d'action anticipatoire face aux inondations a été validé. Cela au moment où nous célébrons la journée internationale de prévention des catastrophes. Financer la résistance par les catastrophes, c'est le thème retenu cette année. On en parle dès le début de ce journal. Si vous avez plus de 50 ans, cela vous concerne. Oui, vous êtes exposé au risque d'arthrite. Il s'agit de maladies inflammatoires des articulations. Certains signes nécessitent un détour chez le médecin pour éviter les complications. Hier, c'était la journée mondiale de l'arthrite, occasion pour la Société malienne de rhumatologie de passer le message. Vous entendrez le professeur Idrissa Cissé dans ce journal. L'actualité dans les autres pays membres de la Confédération AES, les journées nationales d'engagement patriotique au Burkina Faso. Action d'envergure ce week-end en faveur de l'université Joseph Kizerbo. Au Niger, la légion numéro 8 de la gendarmerie nationale a un nouveau commandant. Le lieutenant Moussa Harouna a été désigné à la tête de cette unité stratégique. L'actualité hors espace AES, situation toujours confuse à Madagascar. Un rassemblement populaire a eu lieu hier pour célébrer les militaires du CAPSAT, une unité stratégique qui semble avoir pris le contrôle de l'armée. Plusieurs personnalités ont pris part au rassemblement. On ignore où se trouve le président Ange Rajoel. Hier soir, la présidence, à travers un communiqué, a dénoncé des menaces portant sur l'intégrité physique du chef de l'État. Le Proche-Orient, après une matinée en Israël pour célébrer la libération des otages détenus par le Hamas, le président américain Donald Trump se rend en Égypte cet après-midi à Sharm el-Sheikh. Trump coprésidera avec son homologue égyptien Abdel Fattah al-Sisi un sommet pour la paix. Le plan de sortie de crise proposé par le chef de l'État américain est en marche. Un premier groupe de 7 otages israéliens a été remis à la Croix-Rouge ce matin. Et puis l'actualité des sports, finit donc la campagne des éliminatoires de la Coupe du Monde 2026 pour les Aigles du Mali. Victoire hier à domicile face aux Barea de Madagascar. Les Aigles sont éliminés, mais de nombreux pays sont déjà qualifiés pour ce rendez-vous au sommet du foot international. Au tournoi U17 de la zone A de l'UFOA qui se joue ici à Bamako, place aux demi-finales. Elles opposeront le Mali à la Guinée et le Sénégal à la Guinée-Bissau. Mesdames, Messieurs, bonjour. Mieux vaut donc prévenir que guérir, et cela s'applique aussi aux catastrophes, qu'il s'agisse d'aléas climatiques ou technologiques, en cause en partie des investissements à risque qui accroissent l'exposition et la vulnérabilité des populations. Financer la résistance par les catastrophes, c'est le thème de la journée internationale de la prévention des catastrophes. Elle est célébrée ce 13 octobre. Il s'agit de sensibiliser les uns et les autres à la réduction des risques et de promouvoir une culture mondiale de la prévention des risques. Le Mali n'est pas en marge. La synthèse du message prononcé à l'occasion par le ministre en charge de la sécurité, Awa Adama Coulibaly. Les inondations qui s'ensuivent font vite oublier les bienfaits qu'elles apportent. Réduire les risques de telles catastrophes, tel est l'objectif de la célébration de cette journée. Général de division Daoud Ali Mohamedine, ministre de la Sécurité et de la Protection civile. Alors que les coûts directs des catastrophes ont atteint environ 202 milliards de dollars par an, le rapport d'évaluation mondiale sur la réduction des risques de catastrophes 2025 estime que le coût réel est 11 fois plus élevé. Cette situation est en partie due à la multiplication des phénomènes météorologiques extrêmes, mais aussi à des investissements aveugles au risque qui accroissent l'exposition et la vulnérabilité des personnes et des biens. Le changement de stratégie n'est plus une option, mais une urgence pour protéger les communautés et renforcer leur résilience face aux aléas naturels et technologiques. Financer la résilience, pas les catastrophes, le Mali l'a bien compris. Les expériences tirées de la gestion des catastrophes vécues par notre pays ont permis la mise en œuvre des mesures préventives de réduction des risques de catastrophes à travers, entre autres, le démarrage des opérations de libération des servitudes des cours d'eau, le curage des collecteurs, la mobilisation d'un fonds spécial destiné à l'achat
de moyens d'intervention au profit des services de secours et le relèvement post-crise pour les sinistrés des inondations. Au Mali, comme ailleurs dans le monde, les catastrophes sont de plus en plus fréquentes, coûteuses et dévastatrices. Oui, Awa Koulibaly, rien que les inondations au Mali ont fait près d'un demi-million de victimes. En 2024, plus de 300 000 hectares de terres agricoles ont été submergés et les récoltes sur ces terres compromises. La Direction générale de la protection civile, à travers la plateforme nationale pour la réduction des risques de catastrophes, fait le bilan et décide de changer d'approche. Un plan national d'action anticipatoire face aux inondations a été validé, un outil qui permet désormais de passer d'une logique de réaction à une anticipation proactive. Aminata Ouedraogo. Alors que le pays se remet de l'hivernage 2024, marqué par un bilan humain et matériel lourd, changer de stratégie n'est plus une option, mais une nécessité pour la direction de la protection civile. Elle prévoit de mener des actions préventives face aux risques d'inondation pour les années à venir, avec à la clé la validation du plan national d'action anticipatoire face aux inondations. Un plan basé sur la prévention et l'anticipation. Kolado Maïga, coordinateur du Centre national des opérations d'urgence de la protection civile. À travers ce document, nous avons des plans, des propositions d'action anticipatoire qui ont été faites par les communautés elles-mêmes, qui, si elles sont mises en œuvre avant que les impacts d'un aléa ne surviennent, va permettre de minimiser autant que possible, voire annuler les effets néfastes de ces situations de catastrophe sur les communautés. Cette nouvelle approche vise à protéger les communautés, leur vie et leurs moyens de subsistance. Abdul Karim Ba, chef du bureau de la FAO au Mali. Concrètement, dès que le niveau du fleuve franchit un seuil critique, des mesures s'enclenchent immédiatement, telles que le renforcement des digues et des points sensibles, l'évacuation préventive des familles exposées, la protection du bétail et la sécurisation des points d'eau, la diffusion rapide d'alertes dans les langues locales, la distribution d'intrants agricoles pour une reprise rapide après la décrue. Pour parvenir à la mise en œuvre du plan national d'action anticipatoire face aux inondations, de nombreuses actions ont été menées auprès des communautés afin d'assurer son efficacité sur le long terme. Médecin colonel Cheikh Fantamadi Kone, représentant du directeur général de la protection civile. Nous pouvons retenir la concertation multisectorielle ayant conduit à l'élaboration des premiers calendriers de crise, la cartographie des zones à risque et l'évaluation de la vulnérabilité dans les régions les plus exposées. Enfin, l'élaboration des premiers protocoles de messages d'alerte précoce, un jalon essentiel vers l'opérationnalisation du dispositif national d'anticipation. La validation de ce plan marque le début d'une nouvelle dynamique nationale d'action anticipatoire des risques d'inondation axée sur la prévention, la coordination et la résilience communautaire face aux catastrophes naturelles. Un mot de santé à 7h08. Savez-vous ce que c'est que l'arthrite? C'est un terme qui désigne pas moins d'une centaine de maladies inflammatoires des articulations caractérisées par la douleur, la raideur et le gonflement. Hier, c'était la journée mondiale de l'arthrite. À l'occasion, la Société malienne de rhumatologie sensibilise à partir de 50 ans. Nous sommes tous concernés. Il y a des signes qui doivent vous conduire chez le médecin pour éviter les complications. Je vous propose d'écouter le professeur Idrissa Cissé, le président de la Société malienne de rhumatologie. Il répond aux questions de Moussa Papa Aïdara. L'arthrite, en fait, c'est un terme générique. Si on décompose littéralement le terme, it en grec, ça veut dire inflammation. Arthrose, c'est l'articulation. Et l'articulation, c'est une zone où se rencontrent plusieurs segments d'os. Donc, c'est une inflammation de l'articulation. Ça ne présage pas de la cause de l'irritation de l'articulation. Donc, c'est un signe qui est assez courant et invalidant parce que les articulations, quand elles sont irritées, elles sont douloureuses, elles gonflent, et qui parle de gonflement parle de réduction de la liberté de mouvement de l'articulation. Donc à terme, au niveau plus général, c'est d'avoir un désagrément pour la personne, et à terme, ça peut déboucher sur un handicap. Et ce qui fait l'intérêt de la question d'anticiper, de diagnostiquer le plus possible ou d'orienter les populations dans un système de suivi, de détection et de suivi éventuellement quand ils sont malades pour pouvoir circonscrire les complications qui sont souvent redoutables et invalidantes. Les deux formes les plus prépondérantes, l'arthrose qui n'est autre chose qu'une usure de l'articulation, quand on dit le terme fait
réellement bondir, sinon effraie, mais ça veut dire simplement une usure. Et en toute logique, toute chose qu'on utilise s'use. Plus on avance en âge. Pour vous donner une idée, à partir de 50 ans, chacun d'entre nous développe de l'arthrose et développera de l'arthrose. Maintenant, la cadence et la gravité dépendra de nos habitudes, de notre poids, de notre profession, etc., ou d'autres comorbidités, d'autres maladies associées. Les signes sur le plan potentiellement articulaire, c'est déjà une articulation qui est douloureuse, et qu'elle soit une, plusieurs ou moindre, que ce soit 3 ou 4 articulations ou l'ensemble du corps, dès que ça persiste et qu'on n'est pas dans un contexte de prise en charge d'un palu, etc., d'une maladie qui est en cours de traitement, cela nécessite une consultation beaucoup plus spécialisée. Les facteurs favorisants, consommation immodérée des aliments à goût sucré ou du sucre, les aliments gras, les protéines de façon exagérée. On a parlé de la goutte, c'est quoi? On dit aux gens la viande rouge, il faut laisser parce que c'est riche en protéines. Au-delà de la viande rouge, dans notre milieu, on va dire alimentaire, la chose la plus proche de la viande rouge, c'est par exemple le haricot, qui est une source de protéines énorme et qui est une consommation exagérée, le chocolat, etc. Les traitements sont disponibles et cependant, il y a un bémol parce que c'est des maladies dont déjà le diagnostic pose énormément de problèmes. Parce que nos structures hospitalières, c'est vrai, l'État consent un effort, mais elles ne sont pas à hauteur de souhait pour prendre en charge ces maladies qui sont de plus en plus courantes et découvertes. Et ça, c'est la première des choses. Les diagnostics moyens, c'est à peu près 150 000 francs. Vous imaginez pour la poche du Malien. Et ces maladies, généralement, qui sont chroniques, quelquefois, l'ordonnance mensuelle tourne aux alentours de 35 000 francs. Vous imaginez, et le médicament peut ne pas être disponible parce qu'il faut déjà, même si la maladie est soignable, si le médicament n'est pas disponible, c'est un problème. Si le médicament est disponible, vous ne pouvez pas acheter, c'est comme il n'est pas disponible. Et si vous achetez le médicament, il est disponible, vous l'achetez, il faut que vous le tolériez. Il faut bien que l'État intervienne parce que c'est la variable d'ajustement de l'accessibilité. Voilà donc à l'instant le professeur Idrissa Cissé, le président de la Société malienne de rhumatologie avec Moussa Papa Aïdara. C'était hier dans 13h dimanche. L'actualité hors de nos frontières à 7h passées de 12 minutes à Bamako, à Madagascar. La situation reste toujours confuse ce matin. La journée d'hier a été marquée par un rassemblement populaire sur la place du 13 mai à Antananarivo pour célébrer les militaires du CAPSAT, ce corps d'élite, ce corps donc d'administration et de services techniques des armées, une unité stratégique chargée des munitions de l'armée. Un millier de personnes environ se sont réunies sur cette place emblématique de la capitale malgache, cœur de toutes les contestations populaires qu'a connu Madagascar depuis 1972. À la mi-journée, 3 blindés ont fendu la foule. Les soldats se sont levés, tout sourire, armes à la main, pour saluer ces manifestants qui les acclamaient en brandissant des drapeaux malgaches. Un rassemblement pour le moins hétéroclite était en effet présent. Le colonel Radrianine à la tête de la mutinerie, mais aussi l'ancien président Marc Ravalomanan, renversé par Ange Rajuel en 2009, ou encore Mikolo, un étudiant de 19 ans devenu un symbole de la contestation de la Gen Z malgache. Dans un communiqué publié hier donc au soir, la présidence de la République a dénoncé des menaces portant sur l'intégrité physique du chef de l'État. On ignore toujours à cette heure où se trouve précisément le président Rajuel. Plus de 60 civils ont été tués dans des attaques de drones ciblant des installations non militaires dans la ville d'El Fasher en l'espace de 24 heures au Soudan. Le week-end a été particulièrement meurtrier au Darfour, une région située dans l'ouest du pays. 2 attaques qui se sont produites dans la soirée de vendredi et dans la matinée de samedi ont fait au moins 67 morts dans la capitale du Darfour Nord, imputées aux paramilitaires des forces de soutien rapide FSR du général Emeti. Elles ont pris pour cible le centre universitaire Dar al-Hakam qui accueillait plusieurs dizaines de familles de déplacés, alors que la semaine dernière, c'est cette fois une mosquée qui avait été prise pour cible. L'offensive de ces derniers jours contre la capitale du Darfour Nord est la plus violente depuis le début de la guerre. Les Camerounais ont donc voté hier pour élire leur président. Les bureaux de vote ont fermé à 18h et le dépouillement a commencé à Douala. Le scrutin s'est globalement déroulé dans le calme. À Garoua, dans le nord du pays, des échauffourées ont eu lieu. Le Conseil constitutionnel a jusqu'au 26 octobre pour proclamer les résultats définitifs de cette élection
à un tour. Le Proche-Orient, un premier groupe de 7 otages israéliens a été remis à la Croix-Rouge ce matin aux alentours de 5 heures TU. Il s'agit de la première étape du plan présenté par Donald Trump en vue d'un cessez-le-feu dans l'enclave. Le retour en Israël des 48 otages vivants ou morts encore détenus par le Hamas doit s'accompagner de la libération de près de 2000 Palestiniens détenus par l'État hébreu après une matinée en Israël pour célébrer la libération des otages détenus par le Hamas. Le président américain Donald Trump se rend en Égypte cet après-midi à Sharm el-Sheikh. Trump co-présidera avec son homologue égyptien Abdel Fattah al-Sisi un sommet pour la paix organisé par le Caire dont la portée est d'abord et avant tout symbolique. À cette occasion, les deux dirigeants signeront un document mettant fin à la guerre dans la bande de Gaza en présence des dirigeants d'une vingtaine de pays. Le premier ministre britannique Keir Starmer, le président français Emmanuel Macron, le président turc Recep Tayyip Erdogan ou encore le secrétaire général de l'ONU Antonio Guterres compteront parmi les présents. AES Actualité. Il est 7h16 à Bobo Dioulasso, retour dans l'espace AES avec la deuxième phase des journées nationales d'engagement patriotique de participation citoyenne au Burkina Faso. Le ministère en charge de la sécurité a procédé au curage du canal de l'université Joseph Kizerbo. L'opération a permis d'assainir cet espace universitaire pour améliorer les conditions d'apprentissage des étudiants. Avec le soutien actif de l'initiative présidentielle Faso Mebo, les tas de sable qui entravaient l'écoulement des eaux pluviales ont été dégagés. C'est un reportage signé Lazare Sanou de la Radio nationale du Burkina Faso. Pour la circonstance, le personnel de la sécurité de l'université Joseph Kizerbo et les étudiants de l'immersion patriotique, dotés de pelles et de brouettes, ont choisi d'assainir le canal qui traverse ce temple du savoir. Pour y parvenir, l'apport de Faso Mebo est très stratégique. Mahamadou Sana, ministre de la Sécurité. Nous avons trouvé réellement un canal presque bourré. Donc nous étions obligés de faire appel à Faso Mebo. Donc aussi, ça profiter de vos micros pour féliciter Faso Mebo. Et comme le camarade président du Faso, chef de l'État, le capitaine Ibrahim Traoré, le dit souvent, cette contribution au Faso Mebo, c'est pour la nation, c'est pour tout le monde. Une université assainie, un environnement sain, des études bien menées, et évidemment que ce serait aussi un gain pour la jeunesse. Un acte qui réjouit le président de l'université Joseph Kizerbo, professeur Jean-François Kobiané. Pour nous aussi, c'est un grand soulagement au regard du site qui a été choisi. Ça fait plusieurs années que nous parlons, où nous cherchons à voir comment curer ce canal-là, mais ça demande des moyens et des équipements. Donc c'est un grand soulagement et donc c'est un message de remerciement, de gratitude à l'endroit de l'ensemble de ces acteurs, ministère de la Sécurité, Faso Mebo, et à l'ensemble donc de la communauté universitaire Joseph Kizerbo. Le ministre de la Sécurité a invité le personnel et étudiants de l'université Joseph Kizerbo à multiplier pareilles initiatives citoyennes visant à améliorer notre cadre de vie. Voilà, à retenir également dans l'actualité AES, cette passation de commandement au Niger. Cela se passe à la tête de la Légion numéro 8 de la gendarmerie nationale à Tillabéri, une unité stratégique dirigée désormais par le lieutenant-colonel Moussa Harouna. Cérémonie officielle de passation en présence du gouverneur de la région et de plusieurs responsables civils et militaires. Djibrila Mamalka de la Radio nationale du Niger. Le gouverneur de la région de Tillabéri, le lieutenant-colonel Meina Boukar, entouré de ses plus proches collaborateurs civils et militaires, était témoin de la cérémonie de passation de commandement de la Légion numéro 8 de Tillabéri de la gendarmerie nationale. Une cérémonie dirigée par le colonel Adam Nayoussa, commandant la gendarmerie territoriale. Officiers, sous-officiers et gendarmes de la 8e Légion de gendarmerie de Tillabéri, de par le président de la République, chef de l'État, chef suprême des armées, vous reconnaîtrez désormais pour votre chef, le lieutenant-colonel Moussa Harouna, ici présent,
Oui, le lieutenant-colonel Moussa Harouna est admis à la gendarmerie nationale le 1er janvier 1990 en qualité d'élève gendarme après l'obtention de son baccalauréat série A4 au lycée Agaba de Tawa. Après sa formation militaire au groupement d'instruction de Tandubia, il regagne le centre d'instruction de la gendarmerie nationale à Niamey. Il suivit plusieurs formations, notamment le stage d'élève sous-officier et officier de la police judiciaire en 1994, formation d'officier à Melun en France de 2001 à 2003, formation de parachutiste en 2002 à Pau en France, une formation de perfectionnement aux techniques de maintien de l'ordre à Hawaï au Cameroun en 2005, une formation du cours supérieur de commandant à Muramanga à Madagascar en 2015, une formation au collège de défense G5 Sahel 2023-2024 en République islamique de Mauritanie. Il occupa plusieurs postes auparavant, instructeur au centre d'instruction de la gendarmerie nationale 2000 à 2001, commandant le peloton de la gendarmerie de Zender 2003-2006, commandant l'escadron gendarmerie mobile 2/1 de Niamey 2007-2009, commandant l'escadron gendarmerie mobile 3/3 de Zender 2009-2011. Il a à son actif plusieurs médailles, médailles militaires, chevaliers, officiers, médailles de l'ONUCI en République de Côte d'Ivoire. Il est 7h21 au stade du 26 mars de Yirimadio. C'est l'heure des sports et c'est avec Foutigui Tonkara qui nous a rejoint dans ce studio. Bonjour Foutigui. Bonjour Yaya Konaté, bonjour à tous. Terminée donc la campagne éliminatoire du Mondial 2026 pour les Aigles du Mali, l'équipe nationale senior a battu hier les Barrias de Madagascar 4-1. C'était au stade du 26 mars. Oui, déjà hors course pour la qualification mondiale 2026, les Aigles du Mali terminent néanmoins la campagne sur une bonne note. Au compte de la 10e et dernière journée des éliminatoires de la Coupe du Monde 2026, hier au stade du 26 mars de Yirimadio, les Mali a battu Madagascar par le score de 4-1. But malien inscrit par Lassine Sinago au terme d'un doublé au 10e et 64e minute de jeu, Nene Dorgiles à la 39e minute de jeu et Gaussou Kiassoudjara dans l'état additionnel pour son tout premier but en sélection. L'unique but malgache est marqué par Yohan Zi à la 90e minute de jeu. Victoire pour le prestige sans prestance ou tout simplement victoire pour l'honneur mais sans bonheur pour les Aigles qui terminent 3e du groupe I avec 18 points derrière le Ghana, 25 points et Madagascar 19 points. Les Comores sont 4e avec 15 points devant la Centrafrique 8 points et le Tchad avec seulement une unité au compteur après 10 journées. Si la victoire est sans gloire pour les Aigles, la défaite est cependant très décevante pour les Barrias, fragilisés dans le classement des 4 meilleurs deuxièmes des 9 groupes. De la 4e place qualificative pour les barrages, Madagascar est relevé au 6e rang avec 13 points et 0 au goal-average à cause de ces revers cumulés aux critères selon lesquels, afin de déterminer les 4 meilleurs deuxièmes des 9 groupes, tous les résultats de l'équipe la moins classée dans chaque groupe où l'équipe est retirée ne seront pas pris en compte durant le calcul du classement des meilleurs deuxièmes. Voilà donc Madagascar qui ne figure pas parmi les 4 meilleurs deuxièmes. Alors, les places pour les barrages pour l'instant sont occupées respectivement par le Gabon 16 points devant le Burkina Faso 15 points, le Niger 15 points également et le Cameroun 14 points. Il faut préciser que le Niger faisait partie d'une poule à 5 équipes au lieu de 6. Et dans le cadre des éliminatoires de cette journée des éliminatoires du Mondial 2006, Foutigui, plusieurs autres rencontres ont été jouées hier. Oui, au total 7 ont été donc jouées ce dimanche, y compris Mali-Madagascar dont on vient juste de parler. Voici donc les autres résultats. Le Ghana s'est imposé face aux Comores 1-0. Le Tchad s'est incliné devant la Centrafrique 3-2. La Zambie a perdu à domicile contre le Niger 1-0. Le Burkina Faso a gagné contre l'Éthiopie 3-1. Le Djibouti a perdu contre la Sierra Leone 2-1. L'Égypte a gagné contre la Guinée-Bissau 1-0. Le programme se poursuit ce lundi avec 8 rencontres. Il s'agit de Soudan du Sud, Togo à 13h, Guinée équatoriale, Libérie à 13h, Sao Tomé et Principe, Malawi à 13h, Tunisie, Namibie à 13h, Lesotho, Zimbabwe à 16h, Cap-Vert, Eswatini à 16h, Cameroun, Angola à 16h et l'île Maurice, Libye à 16h. Allez, Foutigui, on passe au tournoi U17 de la zone A de l'UFOA. Cela se passe ici à Bamako. Les affiches des demi-finales sont désormais connues. Oui, des belles empoignades sont au menu du Caridas, Guinée-Bissau, Sénégal d'une part et de l'autre, Guinée-Conakry, Mali. Voilà les affiches donc des demi-finales du tournoi U17 de la zone A de l'UFOA prévues mercredi. Ces affiches sont tombées hier dimanche à l'issue de la 3e et dernière journée du groupe B
Au stade de Wezen Koulibaly, la Guinée-Conakry a disposé de la Sierra Leone 3-1. Au même moment, au stade Mamadou Konaté, le Sénégal a dominé la Mauritanie 1-0. Une victoire qui arrive comme un véritable soulagement pour les Sénégalais. Je ne vous en dis pas plus. Écoutons plutôt le sélectionneur du Sénégal, Ousmane Diop, au micro d'Isaac Tchenou. D'abord, rendre grâce à Dieu, féliciter mes joueurs et l'encadrement, sachant que c'était pas facile puisqu'il y avait beaucoup de pression derrière, beaucoup de stress et beaucoup de pression parce que c'est le Sénégal et on voulait vraiment passer. Et c'était compliqué au début, mais alhamdoulilah, on a les 3 points. C'était pas un match facile, vu que l'adversaire aussi avait besoin d'1 point pour se qualifier. Du coup, c'était regroupé derrière, nous empêchant de faire évoluer notre jeu. Mais heureusement que en deuxième mi-temps, après avoir rectifié, on a vu marquer et gagner ce match. Voilà, c'était là donc le sélectionneur sénégalais Ousmane Diop. Alors, pour le sélectionneur de la Mauritanie, son équipe est tout simplement passée à côté du tournoi. Écoutons Yacouba Fall, très fair-play et surtout sans faux fiant. Il est au micro d'Isaac Tchenou. D'abord, je félicite le Sénégal pour la qualification. En match, on était tout près de faire cette historique. C'était très très important pour nous. Malheureusement, on est passé à côté. Comme je viens de dire, on avait un objectif de se qualifier, bien sûr. Les jeunes, ils ont fait le taf. Je pense que rien à dire, on doit continuer tout ça à travailler pour la prochaine fois. Voilà, Yacouba Fall, sélectionneur de la Mauritanie. Grâce à leur victoire, la Guinée-Conakry, leader du groupe B, et son dauphin, le Sénégal, valide leur billet pour les demi-finales où ils retrouvent la Guinée-Bissau, leader du groupe A, et son dauphin, le Mali. Autre demi-finale Foutigui dont on connaît les affiches, le mondial U20, Chili 2025. Oui, Maroc, France et Argentine, Colombie sont les oppositions du dernier carré de la Coupe du Monde U20 Chili 2025. Ces affiches ont été dévoilées hier à l'issue des quarts de finale. Hier soir, le Maroc a éliminé les États-Unis 3-1. La France a écarté la Norvège 2-1. Samedi, l'Argentine a barré la route au Mexique 2-0. La Colombie a mis fin au parcours de l'Espagne 3-2. Ces demi-finales séjourneront donc mercredi à 20h pour Maroc-France et à 23h pour Argentine-Colombie. C'était donc l'espoir et c'était Foutigui Tunkara en direct. Merci Foutigui. Merci à vous aussi. Belle journée à vous. Pareillement. Et la sagesse populaire qui nous enseigne, Foutigui, que dès lors que l'eau a accepté de contribuer à la cuisson du poisson, il n'existe plus de relation de confiance. Dès lors que l'eau a accepté de contribuer à la cuisson du poisson, il n'existe plus de relation de confiance. C'est un proverbe qui incite à la méfiance et à la vigilance. Il ne faut faire une confiance absolue à personne. Le rappel du sommaire de ce journal dans un instant. Passé de la réaction à l'anticipation, le Mali change de posture en matière de gestion des inondations. Un plan national d'action anticipatoire face aux inondations a été validé, cela au moment où nous célébrons la journée internationale de prévention des catastrophes. Financer la résistance, pas les catastrophes, c'est le thème retenu cette année. Si vous avez plus de 50 ans, cela vous concerne, oui, vous êtes exposé au risque d'arthrite. Il s'agit de maladies inflammatoires des articulations. Certains signes nécessitent un détour chez le médecin pour éviter les complications. Hier, c'était la journée mondiale de l'arthrite, occasion pour la Société malienne de rhumatologie de passer le message. L'actualité dans les autres pays membres de la Confédération AES, les journées nationales d'engagement patriotique au Burkina Faso, action d'envergure ce week-end en faveur de l'université Joseph Kizerbo. Au Niger, la légion numéro 8 de la gendarmerie nationale a un nouveau commandant. Le lieutenant Moussa Harouna a été désigné à la tête de cette unité stratégique. L'actualité hors espace AES, situation toujours confuse à Madagascar. Un rassemblement populaire a eu lieu hier pour célébrer donc les militaires du CAPSAT, une unité stratégique qui semble avoir pris le contrôle de l'armée. Plusieurs personnalités ont pris part au rassemblement. On ignore où se trouve le président Ange Rajoel. Hier soir, la présidence, à travers un communiqué, a dénoncé des menaces portant sur l'intégrité physique du chef de l'État. Le Proche-Orient, après une matinée en Israël pour célébrer la libération des otages détenus par le Hamas, le président américain Donald Trump se rend en Égypte cet après-midi à Sharm el-Sheikh et Trump co-présidera avec son homologue égyptien Abdel Fattah al-Sisi un sommet pour la paix. Le plan de sortie de crise proposé par le chef de l'État américain est en marche. Un premier groupe de 7 otages israéliens a été remis à la Croix-Rouge ce matin. Et puis, l'actualité des sports, fini la campagne des éliminatoires de la Coupe du Monde 2026 pour les Aigles du Mali. Victoire hier à domicile face aux Barrières de Madagascar. Les Aigles sont éliminés, mais de nombreux pays sont déjà qualifiés pour ce rendez-vous au sommet du foot international. Au tournoi U17 de la zone A de l'UFOA qui se joue ici à Bamako. Place aux demi-finales, elles opposeront le Mali à la Guinée et le Sénégal à la Guinée-Bissau. Il est 7h passé de
30 minutes, 29 minutes, on va dire. À Bamako, c'est la fin de ce journal. Vous avez été servi ce matin par Mamadou Diallo à la mise en onde, mise en ligne, Mohamed Koulibaly, réalisation, coordination, Bourama Traoré, présentation Yaya Konaté. À suivre tout de suite les infos météo. Fatim Dambélé s'installera ensuite pour les avis et communiqués. Merci d'avoir été des nôtres. Bon début de semaine, excellente journée à tous. Au revoir.